qu'est-ce que j'appelle écoute profonde? Donc évidemment, entendez bien, là, hein, dans mon exposé, donc je parle de l'impact des émotions sur le corps. Là, je vais vous parler de l'écoute profonde qui est ma pratique. C'est un peu la tambouille que j'ai fait pour accompagner les personnes. Sachant évidemment qu'il y a plein de thérapies en ce moment qui convergent, qui s'occupent de la même chose, qui travaillent sur la même dimension, mais qui sont rentrées par une autre porte. Hein. On dirait qu'il y a plein de portes qui mènent à la même pièce. Et donc, c'est pas parce qu'on entre par une autre porte que la pièce n'est pas la même. C'est pas parce que la porte est différente que c'est moins efficace. Hein. Donc, il y a énormément de thérapies, peut-être même un peu trop en ce moment. On s'y perd un petit peu quand on est en recherche. Ce qui est important, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Cette thérapie-là, qu'est-ce qu'elle fait? De quoi elle parle? Sur quel étage elle joue? Vous allez voir qu'il y a plein de thérapies qui sont sur le même étage. On parle beaucoup de mémoire cellulaire, que ce soit des gens qui arrivent de la kinésiologie, de l'ostéopathie, encore d'autres disciplines sans doute. Hein. Bon, voilà. Alors, mémoire cellulaire, c'est peut-être connoté un peu mystique ou je sais pas. Moi, je parle souvent de mémoire corporelle, ce qui choque peut-être moins et qui paraît plus évident. Le corps a une mémoire. Et bon, évidemment, elle se situe dans les cellules parce que le corps est fait de cellules. Mais voilà, pour moi, il n'y a rien de mystique jusque-là. Hein. Alors, donc voilà, je vais vous parler de ce que j'appelle écoute profonde, sachant que voilà, ça peut correspondre, hein, ça peut résonner avec plein d'autres disciplines. Alors, pour moi, ce qui me paraît essentiel dans l'accompagnement, de libérer ces impacts émotionnels, c'est déjà d'avoir une approche globale. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup, une approche, on va dire holistique, là, dans beaucoup de disciplines. Voilà, parlons d'une approche globale et globale de l'être, c'est-à-dire pas que du corps, c'est-à-dire non seulement appliqué au corps, c'est-à-dire que le corps, c'est pas un ensemble de pièces détachées, ça fonctionne globalement. Donc ça, l'ostéopathie l'a très très bien montré, l'illustre très bien. C'est-à-dire que des fois, vous allez chez l'ostéopathe pour un problème de genou et il vous touche derrière les cervicales. La première fois, ça peut paraître un peu bizarre. Il n'a pas fait de cours d'anatomie, ce type-là, c'est pas possible. Il ne sait pas où c'est le genou. Non, en fait, c'est bien que l'ostéopathie a compris que via les fascias, c'est pas forcément sur le genou qu'il va falloir traiter le problème du genou. Il va falloir remonter à la source. Hein. Il y a l'idée de, toujours comme en homéopathie, il y a toujours une idée de profondeur où il y a un impact de cause très fort et de superficie où il y a des manifestations. Mais on n'est pas sur les causes. Donc très souvent, quand vous avez mal au genou, il y a peut-être un autre problème qui vient des viscères, qui vient de la colonne vertébrale, etc. Et qui est celui auquel va s'intéresser l'ostéopathe. Donc, une approche globale du corps, mais une approche globale aussi de l'être, c'est-à-dire de considérer qu'on n'est pas qu'un corps physique, on est aussi fait de tout ça. Alors voilà, moi je schématise un peu comme ça. Donc ce cercle bleu là autour de la tête, qui représenterait notre mental, hein, l'ensemble de nos représentations, de nos idées, de nos pensées. Pour moi, alors voilà, aussi on a dans beaucoup de courants de développement personnel ou autres, on va chercher à chasser le mental. Il faut l'effacer, il faut le casser, il faut le détruire. Moi, je ne crois pas qu'il faille le casser ou le détruire. Je considère que le mental fait partie de ce qu'on est, mais simplement il en fait partie. Donc simplement, il s'agit de le remettre à sa place. Hein, et peut-être que c'est que les 10% de la partie immergée de l'iceberg, le mental, par rapport à l'être. Hein, et donc peut-être qu'il va falloir vraiment ouvrir notre perception de ce qu'est l'être pour arriver à mieux comprendre ce qui se passe dans notre santé. Le mental au niveau de la tête, vous voyez ce gros cercle jaune là, qui englobe le ventre et le cœur, hein, dont j'ai beaucoup parlé, qui pour moi correspond aux émotions. Donc voilà, prendre en compte, pour moi c'est beaucoup les émotions qui impactent cette zone, le cœur, voilà, prendre à cœur les choses, avoir un poids sur le cœur, les viscères, hein, voilà, vous voyez comment les émotions, pour moi, sont beaucoup liées à cette partie-là, même si vous avez bien compris que les émotions impactent tout le corps. Voilà, et je dessine aussi ce grand cercle rouge pour entourer tout ce champ qui est autour de l'être. Aujourd'hui, hein, on a des systèmes d'imagerie qui permettent de révéler ce qu'on appelle l'aura, qui est pas, voilà, c'est pas une supercherie mystique, c'est un état de choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qu'on ne peut pas toucher avec les mains. Encore que ça se développe, on peut apprendre à sentir, à percevoir l'aura. Il y a des personnes qui arrivent à avoir des perceptions visuelles, d'autres plutôt des perceptions kinesthésiques, physiques. Donc voilà, on apprend à sentir l'énergie. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, une fois qu'on sent l'énergie, on n'a plus besoin de croire et on démystifie les choses. Et donc je pense qu'on a vraiment intérêt
à s'ouvrir aux choses qu'on ne connaît pas, à rencontrer l'inconnu de plus en plus, et pour démystifier, plutôt que de s'en éloigner et de créer encore plus de mystères. Voilà, donc approche globale. Donc pour moi, dans mon approche, dans l'écoute profonde, il y a toujours cette dimension d'écoute verbale qui est pour moi très importante. D'une part pour considérer le mental, parce que quand je m'adresse à quelqu'un, je m'adresse d'abord à son mental, à ce qui va pouvoir me dire de lui, ce qu'il sait de lui, ce qui l'amène. D'abord, voilà, ma première question, c'est qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et donc voilà, là, c'est dans la discussion que ça se fait. Pour moi, c'est essentiel de prendre en compte cette dimension-là. Si je prends en compte que le corps, c'est comme si je faisais démissionner la personne de son propre soin. Ce ne serait pas juste. Pour moi, la première personne à pouvoir se faire du bien, c'est la personne elle-même. Hein, en tant que thérapeute, moi, je considère que je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux pas soigner quelqu'un. Moi, je peux accompagner quelqu'un, le soutenir, pour qu'il aille en fait, faire sentir, je considère que mon travail, c'est de faire sentir un espace de sécurité et de confiance. Et quand il y a de la sécurité et de la confiance, il y a du relâchement. C'est ma petite cellule, hein, elle s'est contractée parce qu'elle avait peur. Si je lui fais sentir que maintenant tout va bien, qu'elle peut se détendre, elle va s'ouvrir. Mais si je force dessus pour lui dire « vas-y, ouvre-toi », elle se sentira encore agressée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se fermer encore plus. Hein, donc on n'a rien à forcer. On n'a pas besoin de forcer les mécanismes de défense. Pour moi, je considère que tout ce qui est resserré, refermé, c'est des mécanismes de défense qui ont besoin d'être écoutés, respectés. Voilà, donc revenons à notre écoute verbale. Donc pour moi, l'écoute verbale, donc ça c'est vraiment ce que je vous disais, ce que j'ai appris dans la co-écoute. On va toujours chercher pour moi à aller du mental vers les émotions, parce que je vous disais, le mental c'est quand même plus la couche superficielle, les émotions c'est plus profond. Des émotions, on va chercher à aller vers les émotions les plus profondes. Alors, vous voyez, là, ce que je vous mets, donc, se libérer des émotions, je vous disais ça tout à l'heure, hein, pour pleurer, c'est se libérer de la tristesse. Donc, apprenons à apprivoiser ces manifestations-là. Quand un enfant pleure, il est en train de se libérer de sa tristesse. Si au lieu de lui dire « Allez, pleure pas, sois fort, ne pleure pas », si on lui dit « Bah, vas-y, pleure un coup, ça ira mieux après », vous voyez bien qu'il est libéré. Et vous voyez que chez les enfants où c'est encore peu conditionné, quand un jeune enfant pleure un bon coup, il repart comme s'il n'y avait rien eu. Parce qu'il s'est libéré, il a lâché sa charge. Alors que les adultes qui sont plus conditionnés vont rester longtemps, énormément d'inertie émotionnelle. On reste dans un état d'humeur pendant un jour ou deux, voire plus, voire des mois, des années, hein, parce qu'on fige. On a toujours tendance à figer, à maintenir. Donc, voilà, pleurer les tristesses, sortir les colères, bah, c'est crier, taper, voilà, exprimer la colère, c'est comme ça. Et les peurs s'expriment par des tremblements. Le corps, quand il se libère de la peur, il tremble. Et donc ça, c'est pareil, c'est très peu connu et on a très peur des tremblements qui sont précisément la libération de la peur. Donc voilà, moi souvent, mes patients, je leur explique, vous inquiétez pas, vous allez peut-être trembler, c'est pas grave. J'ai eu une patiente une fois qui a tremblé pendant 3 quarts d'heure, et elle s'est relevée de la table, elle avait plus du tout mal au dos, alors qu'elle venait pour des problèmes lombaires. Donc si j'avais passé mon temps à essayer de remettre ses lombaires en place, j'aurais perdu mon temps et je lui aurais fait perdre son argent et son temps. Hein, c'était pas ça le problème, c'était un problème de contraction due à la peur qui avait serré les lombaires. On peut très bien, pour des personnes qui ont cette aisance-là, on peut aller dans les émotions, pleurer les tristesses, crier, trembler, etc. Et je trouve que c'est un travail qui est très intéressant parce qu'il impacte tout de suite la conscience. Donc les prises de conscience sont très rapides. La personne accompagnée, elle sent ce qui se passe en elle et du coup, elle s'approprie sa guérison complètement. Plus que quand voilà, c'est un thérapeute qui touche et qui vous remet, bon, c'est le thérapeute qui m'a remis en place, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Là, vraiment, la personne est actrice. Voilà. Alors j'encourage aussi, je vous invite aussi à voir comme manifestation de guérison plein de choses. Alors vous voyez comment la société et les conditionnements ont mis des bouchons sur toutes les soupapes de libération. Regardez par exemple, suer, la sueur. Hein, la sueur, bon, il ne faut pas suer, on met des déodorants, enfin, c'est une panique pour nous la sueur. La sueur, c'est une expression, ça sort. Hein, la peau, c'est un des émonctoires. Quand les reins ne peuvent plus faire leur boulot, quand le foie est fatigué, heureusement qu'il y a la peau et qu'on peut sortir. D'ailleurs, à ce titre-là, je vous fais remarquer que les problèmes de peau, pour moi, c'est pas ce qui est le plus inquiétant.
hein, comme en homéopathie, on va moins s'inquiéter de problèmes de peau que de problèmes de cœur. Il vaut mieux avoir des problèmes de peau que des problèmes de cœur. Donc si vous avez des rougeurs sur la peau, par exemple, en médecine chinoise, la couleur rouge, ça correspond au cœur. C'est du bouillonnement, c'est de l'excès de feu. Le cœur est l'organe feu. Pour faire sortir son excès de feu, il le fait sortir par la peau. La peau rougit. Donc pour moi, voilà, une peau qui rougit, c'est pas très grave. Il vaut mieux qu'elle rougisse tranquillement plutôt que de vouloir l'empêcher de rougir et qu'on renvoie le symptôme vers le cœur. Alors le bâillement, pareil, tabou social. Quand on bâille, tu t'ennuies, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, Kathleen, qu'est-ce que je raconte? Ça t'intéresse pas, c'est ça? Donc voilà. Hein, si vous avez besoin de bâiller avec quelqu'un et qu'il ne comprend pas trop votre bâillement, vous pouvez lui dire, c'est ma tante qui avait trouvé cette formule que je trouve géniale, c'est « je me sens tellement bien avec toi que je me détends ». Voilà, donc bâiller, c'est détendre. En fait, le bâillement, je pense que c'est un étirement spontané du péricarde et du diaphragme. Donc on relâche cette tension qui est dans la poitrine et on récupère une respiration ample qui régule plein de fonctions. Donc bâillons. Ensuite, attention, on rentre encore plus dans l'horreur, les rots. Rôter, alors ça y est, ça commence à être vraiment indigent quasiment. Hein. Donc rôter, oui, alors en médecine chinoise, les rots, c'est fondamental. Quand on s'entraîne sur soi-même en Qigong, on apprend à rôter, à libérer des rots qui en fait sont des libérations de pression interne. On a les rots, c'est des gaz qui sortent de l'abdomen en fait via l'estomac et donc ça libère des pressions. Et si vous voyez dans mon exposé, hein, c'est petit à petit, la cause des impacts, c'est resserrement, donc pression, des notions de pression qui ont rien à faire là, qui ont besoin d'être évacuées. Donc les rots, c'est les libérations de cette pression. Et évidemment, les P aussi. Et alors là, on est dans le comble de l'horreur. Alors les rires aussi sont une manifestation de libération très importante. C'est une libération d'émotions. Alors que j'ai pas mis là parce qu'elle n'est pas connotée négative, elle est moins censurée, bien que ça dépend des contextes. En classe, il ne s'agit pas de rigoler, etc. Les rires, souvent, vous voyez ce que ça libère derrière les rires, les émotions qui sont là. Souvent, c'est l'excès de sérieux, la rigidité. Hein, alors plus on est dans des métiers sérieux, importants, etc., plus vous voyez des gens qui passent par des phases de rire incroyables. Hein, donc le rire, c'est très important pour casser le sérieux. Voilà, bon, il y a d'autres choses. Hein, la honte, on libère la honte, la gêne, etc. Voilà pour l'écoute verbale. Si une petite chose que je voulais rajouter, une petite remarque que je fais à ce sujet-là. Donc, vous voyez, par rapport aux 3 décharges que j'ai mis en vert là, vous voyez ce qui se passe, c'est que socialement, de manière caricaturale, en gros, on dit aux hommes, depuis tout petit, si t'es un homme, il faut pas pleurer. On dit aux femmes, une gentille petite fille, ça se met pas en colère. Donc, de manière caricaturale, quand on endosse le rôle social homme ou femme, un homme, il a le droit, c'est toléré qu'il se mette en colère, mais il faut pas qu'il pleure. Et une femme, c'est toléré qu'elle pleure, mais c'est pas tolérable qu'elle se mette en colère. Et donc vous voyez que là, il va se passer un problème sérieux, c'est que si un homme est triste et qu'il n'a que la colère comme évacuation, il va se mettre beaucoup en colère, mais ça va pas le guérir de sa tristesse, puisque c'est les larmes qui évacuent la tristesse. Et donc l'homme qui se met sans arrêt en colère, c'est sans doute un homme qui a refoulé une tristesse et qui sait plus comment la sortir. En fait, l'alcool peut venir par-dessus comme une béquille, comme les lunettes, c'est une béquille supplémentaire pour étouffer les émotions. La plupart, je vous parlais tout à l'heure des excitants comme le café pour passer par-dessus la fatigue, mais la cigarette, l'alcool, etc., ça sert de bouchon sur les émotions pour les endormir. C'est comment ne pas ressentir, comment ne pas être en désagrément avec une tristesse, une colère, etc. Et on met un bouchon, on met des choses qui endorment. Voilà. Voilà, donc ce petit indicatif sur les décharges, décharges émotionnelles qui ont du sens, qu'on peut pas, on décharge pas n'importe quoi, n'importe comment. Oui. Si la femme a pas le droit de se mettre en colère, quand elle est en colère, elle pleure. Voilà, pareil. Donc une femme à qui on a dit toujours t'as pas le droit d'être en colère parce que c'est une gentille petite fille, ça se met pas en colère. Elle ne se met plus en colère. Et alors qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup elle pleure facilement. Mais alors si on pleure facilement et que quand on est en colère, on pleure, qu'est-ce qui se passe? C'est que les pleurs, ça nous identifie à faiblesse. Et donc ça nous identifie à victime. Donc si on n'a que accès aux pleurs, on s'identifie à un rôle de victime. Et ce qui se passe souvent, c'est que les femmes se sentent victimes plus facilement. Et les hommes qui eux, ont accès à la colère, vont s'identifier plus facilement à des bourreaux.
Et on va dire, ah, les hommes, ils sont violents, etc. Et les hommes vont endosser cette identité. Mais vous voyez que dans les deux cas, il y a autant de torts. C'est-à-dire qu'on est, dans les deux cas, autant éloigné de notre nature qui est complète. C'est pas parce qu'on est homme ou femme qu'on est soit bourreau, soit victime. C'est pas parce qu'on est homme ou femme qu'on est soit colère, soit tristesse. On a toutes les émotions en tant qu'être humain. Et donc, ce qui est important, c'est de ne pas être enfermé. Et donc, aujourd'hui, moi, par rapport à ce que j'ai appris en coécoute, ce que j'essaye de transmettre dans des ateliers, par exemple, plus facilement en atelier qu'en séance individuelle, c'est cette notion de souplesse émotionnelle. Je dis un peu ce que je cherche à retrouver, c'est comme un yoga émotionnel, où on va chercher à rétablir les décharges, toutes les décharges émotionnelles. Si j'ai accès à mes pleurs, à ma colère et à mes tremblements, je sais que mes émotions peuvent sortir. Et petit à petit, après, on va aller sur ce que fait les médecines chinoises. Alors, les Chinois, ils sont encore plus pudiques que nous sur les émotions. C'est encore plus interdit que nous. Mais alors, eux, ils sont malins, ils ont cherché comment faire. Ils n'ont pas cherché seulement à boucher, ils ont cherché des subterfuges. Comment faire pour évacuer sans passer par les émotions naturelles. Et donc, ils ont trouvé des techniques, c'est du Qigong, des techniques avancées de Qigong, où on évacue les émotions par des souffles, des expirations, des postures, etc. Et donc petit à petit, effectivement, moi j'invite les gens dans le chemin de conscience de soi, d'abord de faire ce yoga émotionnel, de retrouver nos facultés de décharge naturelle, et petit à petit, de toute façon, en le faisant, ça s'estompe. C'est-à-dire qu'à force de pleurer, la tristesse, il y en a moins, quand même, heureusement. Et donc, petit à petit, on apaise, et petit à petit, on va pouvoir passer sur des disciplines plus subtiles, comme la méditation, yoga, tai chi, etc. Mais je crois qu'à vouloir trop vite passer tout de suite par la méditation pour régler des problèmes émotionnels, à mon avis, ça peut poser des gros problèmes. Parce qu'on peut développer un super contrôle de « c'est bon, je gère mes émotions. Ah, j'ai plus d'émotions là, c'est bon. » Voilà, donc même par des techniques de souffle, de respiration, on peut se faire des subterfuges. Donc moi j'invite vraiment à aller dedans, il ne faut pas avoir peur des émotions. Moi je crois qu'on a besoin d'apprivoiser ce domaine-là. Et ce qui est compliqué, c'est que oui, les émotions, ça a un impact sur les autres. Si je me mets en colère sur mes enfants, ça va leur créer des impacts plus dommageables que la libération que ça m'a permis. Donc on va chercher à canaliser ces émotions-là. Donc si je décharge ma colère, je ne vais pas le faire n'importe où. Si je décharge ma tristesse, je ne vais pas le faire n'importe où. Je vais le faire dans un espace exprès, désigné pour ça. Avec un thérapeute, avec quelqu'un qui est d'accord pour faire ça avec moi. Donc l'idée co-écoute, moi je trouve ça génial. On apprend l'outil et après, voilà, je t'écoute une demi-heure, tu m'écoutes une demi-heure. Voilà, c'est fini, on est quitte. Encore un aspect donc, dans la libération, de comment on se libère des blessures émotionnelles. Donc vous voyez, pour moi, on a stocké, on a emmagasiné des traumatismes et on a emmagasiné des conditionnements. Et petit à petit, on va chercher à s'en libérer. Et donc, moi, je considère que ce qu'on a emmagasiné, j'appelle ça du vécu. On a tous du vécu, quel que soit notre âge, on a plus ou moins de vécu. Et le vécu, pour moi, c'est des mémoires. C'est ce qu'on peut appeler les mémoires corporelles, etc., mémoires cellulaires, qui se manifestent comme des poids morts qui nous plombent. Le vécu, c'est lourd. Plus on vit, plus on est lourd. Vous voyez ce qui se passe dans notre société quand on ne s'occupe pas de libérer nos émotions. On se rétrécit, on se replie sur notre péricarde, peut-être sur notre cœur. Petit à petit, on croule sous le poids. Donc c'est du poids, le vécu. Ensuite, ça se manifeste aussi, le vécu, par des mémoires actives. C'est-à-dire que c'est la réaction. C'est « Ah, je supporte pas quand tu me fais ça. Là. » On est très réactif. C'est exactement comme si on appuyait sur un bouton. C'est-à-dire qu'il y a tellement de charges émotionnelles qu'il suffit d'une petite situation pour déclencher des torrents d'émotions. Donc ça aussi, c'est un signe de vécu accumulé, mais qui n'a pas été libéré. Donc pour moi, le but d'une thérapie, d'un travail de chemin intérieur, de libération, c'est de digérer le vécu. Je parle souvent de digérer les émotions, et donc encore une fois, digérer, ça se passe où? C'est dans le ventre. Encore nos organes internes. C'est dans le ventre qu'on digère aussi bien les aliments physiques que les expériences, que le vécu. Et donc, quand on digère, on va transformer le vécu en expérience. Et l'expérience, c'est des souvenirs, c'est des choses qui se sont passées, mais qui ont été neutralisées au niveau du poids, au niveau réaction, ça a été neutralisé. Et au contraire, une expérience qui a été digérée, c'est une richesse. C'est pour ça que j'utilise la couleur jaune qui représente un peu l'or, c'est l'alchimie. On transforme le plomb en or, le plomb du vécu en l'or de l'expérience.
Et l'expérience, c'est ce qui va constituer ma sagesse. Je développe la sagesse. Et moi, je pense qu'en tant qu'être humain, on est là pour, tout au long de notre vie, développer notre sagesse. Et si on adopte ce point de vue-là, on n'envisage plus la vieillesse comme une dégénérescence progressive vers une fin fatale, mais au contraire comme un chemin d'épanouissement et de maturation et de sagesse qui s'accumule jusqu'à la mort, qui pourrait peut-être être un aboutissement merveilleux. Voilà. Et alors, toujours dans cette idée-là de transformation de vécu en expérience, pour moi, donc voilà, je l'ai déjà beaucoup dit dans la conférence, hein, la maladie ou le mal-être, je considère ça comme un symptôme, c'est-à-dire un indicateur. Donc moi, je ne suis pas médecin, je ne m'occupe pas, hein, des fois, il y a des choses physiques à faire, concrètes, pour pas que ça entraîne des dégradations trop graves, mais tant qu'on peut, on va s'intéresser au déséquilibre comme un symptôme. Ah, j'ai mal à cet endroit, qu'est-ce que ça m'indique ? Et donc, ça va m'indiquer toujours quelque chose qui doit changer au niveau de ma conscience. Vous voyez, sur ce schéma-là, pour moi, le cercle rouge, j'appelle ça ego, c'est l'image de moi. Et le cercle bleu, c'est mon être, c'est ce que je suis vraiment. Si je me suis construit une image à cause de mes blessures, de mes traumatismes et de mes conditionnements, si je me suis construit une image qui est erronée, qui n'est pas ce que je suis, ça crée une tension. Et donc, s'il y a une tension, il y a des pressions, il y a des choses qui circulent mal. Et donc, forcément, ça va se manifester par un inconfort physique, des douleurs, qui, elles, m'indiquent... En fait, c'est le signal, c'est la lumière rouge du tableau de bord. Si elle s'allume, c'est pour me dire, attention, t'es décalé, t'es à côté de tes pompes, il faut te remettre en phase avec toi. Et donc, si je fais que casser la lumière rouge qui vient de s'allumer, imaginez, vous roulez en voiture, votre lumière rouge, le voyant d'huile s'allume, ah bah, si vous cassez le voyant, vous pouvez continuer à rouler, mais vous n'allez certainement pas rouler longtemps. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est de se dire, tiens, le voyant rouge s'allume, qu'est-ce que ça m'indique ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai mal au dos ? Ah, j'en ai plein le dos. Ah, peut-être que je ne fais pas les choses qu'il me faut dans ma vie. Peut-être que je prends trop en charge les autres, etc. Et donc, je vais changer ces comportements. Alors là, évidemment, ce n'est pas facile. C'est plus facile de prendre un médicament vite fait pour endormir tout ça que de changer de comportement. Parce que, ah oui, mais quand même, on ne va pas changer le bonhomme. Hein, il y a plein d'expressions comme ça qui expriment que changer, on n'a pas trop envie. Hein, mais pourtant, je crois que vraiment, une guérison complète, c'est un changement de personnalité, c'est-à-dire un changement d'image de soi-même. Et donc, pour le symboliser, hein, donc, pour moi, c'est tendre vers cet idéal de synchronisation entre l'image de moi et ce que je suis profondément. Et donc, voilà, ça, ce serait ce qu'on pourrait appeler la réalisation. Hein. Donc là, j'introduis petit à petit des termes spirituels, mais vous voyez, sans notion mystique. C'est-à-dire que c'est pas, la spiritualité, c'est pas forcément mystique ou mystifiant, mystifié. C'est quelque chose de profondément humain. Et je pense qu'en tant qu'être humain, la dimension spirituelle, c'est une dimension de l'être humain. Il ne s'agit pas, quand on est être humain et qu'on va dans un chemin de développement, etc., c'est pas pour devenir spirituel. On est spirituel, l'être humain est spirituel. Mais c'est pour laisser s'épanouir cette dimension-là et la laisser s'équilibrer avec la dimension matérielle, qui est une composante de la vie évidemment essentielle. La plupart d'entre nous, on ne va pas devenir ermite à méditer dans des grottes. On va continuer notre vie quotidienne, mais on peut le faire avec cette conscience que notre vie, c'est un terrain de jeu pour nous exercer à être de plus en plus proches de ce qu'on est. Alors, l'écoute du corps, j'en ai déjà pas mal parlé. Donc, pour moi, il y a deux aspects. Il y a l'écoute vraiment pure, yin. Dans la représentation chinoise, on parle beaucoup du yin et du yang. J'aime bien employer ces termes-là, même si je les emploie peut-être à tort, plutôt que masculin-féminin, qui est trop connoté. Mais voilà, la dimension yin, c'est la dimension accueil, passive, et la dimension yang, c'est la dimension active et agissante sur le corps. Et donc pour moi, dans l'écoute du corps, il y a les deux. Il y a l'accueil et l'écoute, dont je vous parlais, l'écoute du mouvement respiratoire primaire. Si j'écoute le mouvement du corps, le corps va m'indiquer son besoin et va se libérer tout seul, simplement en créant de la sécurité et de la confiance. Ensuite, je peux sentir et accompagner les flux d'énergie. Petit à petit, on peut apprendre à développer la sensibilité de l'énergie. On va sentir les flux d'énergie dans le corps de quelqu'un d'autre et ça va nous indiquer « Ah, attention, là, l'énergie, elle est beaucoup... » Alors souvent, en Occident, on a beaucoup d'énergie en haut et pas assez en bas. Donc, on va chercher à faire descendre les flux d'énergie en libérant tous les organes qui permettent à l'énergie de descendre. Ensuite,
voilà, laisser le corps dans le yin, laisser le corps raconter son histoire. Pour moi, quand il y a un symptôme, ça dit quelque chose. Donc si j'écoute, voilà, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un resserrement, il y a une émotion derrière. Quand l'émotion se débloque, il y a une histoire qui se guérit, qui se digère. Voilà, et donc on va chercher à décoder le langage du corps. Donc évidemment, il y a plein de bouquins là-dessus, il y a toute une littérature sur la symbolique du corps. Enfin, il y a plein de sources différentes, entre Annick de Souzenel ou des Québécois. Là, il y a pas mal de Québécois qui sont là-dedans. Donc oui, on peut aller dans une symbolique du corps très précise, tel symptôme, ça veut dire ça. Moi, j'aime rester dans une approche un peu plus globale, peut-être plus naïve, plus enfantine, et dire, là, qu'est-ce qui se passe quand ton symptôme, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez, pour la vue, voilà, je veux plus voir de loin. Peut-être tu as eu peur, tu t'es replié. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu n'as pas voulu voir? Donc aller dans l'écoute des symptômes et accompagner, qu'est-ce que mon corps a fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Voilà. Et effectivement, il y a quand même une grande aide, je trouve, dans la médecine chinoise où ils ont développé une théorie très complexe mais très pertinente de le fonctionnement symbolique du corps. Ensuite, dans l'écoute du corps, il y a aussi cette dimension yang, donc plus active. Alors moi, ce que j'utilise beaucoup dans mes soins, c'est la parole prononcée à voix haute. Donc ça, c'est pareil, c'est Montserrat Gascon qui me l'a enseigné. C'est quand on écoute le corps et qu'on prononce des paroles. Alors par exemple, quelque chose qui est très efficace, c'est Ho'oponopono. Les quatre mots magiques d'Ho'oponopono, c'est « je suis désolé »,« je te demande pardon »,« je t'aime »,« je te remercie ». Vous pouvez être sûr qu'avec des mots comme ça, à un endroit où il y a eu un traumatisme, un blocage, si vous les prononcez en étant présent, en étant sincère, etc., il va y avoir un impact sur le corps. Et c'est assez fabuleux quand on sait sentir le mouvement respiratoire primaire, de voir l'impact qu'a la parole sur le corps. On va avoir des choses vraiment du même ordre que les travaux d'Emoto sur l'eau. Emoto qui a montré qu'en mettant du merci ou je t'aime sur de l'eau, les cristaux d'eau sont magnifiques, alors qu'en mettant des informations chaotiques, les cristaux d'eau sont déstructurés. Évidemment, nos cellules réagissent encore plus comme ça, parce qu'en plus d'être constituées d'eau, elles sont vivantes et intelligentes à plus forte raison. Donc oui, prononcer, rediriger l'énergie. En médecine chinoise, on utilise beaucoup ça, attraper l'énergie, la faire recirculer. Et alors, chasser la douleur par des massages appuyés. Donc ça, c'est ce que j'ai appris beaucoup en Qin et Sang. En Qin et Sang, on va dans les organes, on va dans les nœuds, et par un massage actif, on dissout les nœuds. Alors ça peut être très douloureux à des moments. Donc moi, je le fais toujours avec cette dimension d'écoute. Pour moi, c'est toujours d'abord de l'écoute. C'est-à-dire que quelle que soit la technique que j'emploierais ou que n'importe qui emploie, je dis toujours, c'est d'abord de l'écoute. Si vous employez une super technique sans écouter ce qui se passe en face, pour moi, ça n'a aucune chance de fonctionner. Vous allez resserrer les défenses. Donc, c'est toujours... je pense que l'efficacité thérapeutique est toujours dans la capacité d'écoute et d'accueil. Et après, bien sûr, chacun développe ses petites techniques pour faire des leviers, pour aller plus vite. Voilà. Et rééduquer à la détente, voilà, dans les intentions yin. Donc, vous voyez, je vous ai beaucoup parlé de conditionnement. Je pense qu'on a beaucoup de torts qui sont causés par des conditionnements et donc des attitudes physiques, etc., qui sont soit effectivement liées à un traumatisme répété, une mauvaise situation, une situation de brimade répétée, soit des messages qui sont transmis et qui ont contraint le corps. Et donc, pour ça, on a besoin de rééduquer le corps. Donc pour ça, il y a des disciplines comme le Qigong, le yoga, le Tai Chi, j'en oublie, il y en a plein. Ces disciplines-là, c'est des rééducations, c'est des disciplines qui visent à refaire circuler l'énergie en passant par la conscience de son propre corps pour réharmoniser le corps par soi-même. Donc moi c'est pas mon domaine de prédilection, mais c'est vrai que régulièrement je conseille à mes patients, laisser couler à la terre, etc. Et donc ça, on peut le faire après consciemment chez soi, continuer à s'accompagner après le soin pour continuer à fluidifier l'énergie. Conclusion. Enfin. Ça va, vous avez bien tenu. Alors une petite extension, alors j'aime bien cette conclusion, une petite extension parce que là j'ai parlé beaucoup de santé, du corps, de l'être humain. J'aime bien aussi avoir cette vision globale, encore plus globale, notre monde tout entier.
Et moi, je trouve que quand même, ce qui se passe au niveau d'un corps, d'un être, avec ses blessures, ses traumatismes, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe au niveau de notre société tout entière. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de beaucoup d'arguments pour convaincre que notre société elle est un petit peu malade. Elle a des problèmes quand même. Et elle a beaucoup de problèmes, donc écologiques, économiques, politiques, etc. Bon, différentes manifestations, différents symptômes. Et alors moi, je me suis amusé à essayer de faire son diagnostic. De quoi souffre notre société? C'est quoi le problème de fond? Parce qu'on cherche toujours en thérapie à remonter à la cause, à l'origine du problème. Alors moi, j'en suis arrivé à la conclusion que le problème, c'est l'avidité. Et contrairement à ce qu'on m'avait appris à l'école, moi, à l'école, on m'avait dit, nous, notre société, c'est l'homo sapiens sapiens. Sapiens, c'est intelligent, et sapiens sapiens, c'est super intelligent. Et c'est vrai qu'en adolescent, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'un homme super intelligent bousille sa planète? C'est quand même pas très très intelligent, à mon sens. Et donc, je me suis dit, ça doit pas être ça la caractéristique de notre humanité. Et j'en suis arrivé à cette conclusion. Non, on doit être les descendants de l'homo avidus maximus. L'homo avidus maximus, c'est l'être humain qui avait tellement besoin de quelque chose d'autre que ce qu'il avait déjà, qu'il a conquis toute la planète. C'est la civilisation qui a envahi la planète toute entière. Et aujourd'hui, la planète, le monde est gouverné par l'homo avidus maximus. Et donc aujourd'hui, on arrive un peu dans le mur. Et donc on prend conscience que ce système-là ne va pas pouvoir continuer parce que bon, sur Terre, on ne peut plus conquérir grand-chose de plus. On a à peu près fait le tour. D'ailleurs, c'est rond, donc forcément, on fait le tour au bout d'un moment. Et donc, il va falloir qu'on change donc, de cette image de nous-mêmes. C'est le super-ego, l'ego de l'être humain, je vous disais, cette image qu'on a de soi-même. Donc cette image, cette identité de notre société, qui est une image d'Homo avidus maximus, a besoin de changer. On a besoin de changer d'identité, de devenir une nouvelle humanité qui est à inventer. Et à mon avis, voilà, de quoi a besoin notre monde par rapport à résoudre ce problème d'avidité? Je pense que si l'être humain de notre société est avide, on est avide parce qu'on se sent vide. Et donc c'est parce qu'on se sent vide qu'on cherche à l'extérieur. Et donc on pille les ressources de notre planète, on va piller des peuples, on va utiliser des esclaves, etc. On exploite. L'homo avidus maximus, ce qu'il sait faire, c'est exploiter la Terre. Exploiter son prochain, exploiter les hommes, exploiter les femmes, les riches exploitent les pauvres, les blancs exploitent les noirs, etc. C'est un système d'exploitation. On exploite. Bon, ça, c'est un concept d'Homo avidus maximus. Donc, on ne peut pas en rester dans ce système-là et changer le monde. C'est pas possible. On ne pourra changer le monde qu'en changeant de système, en changeant de perception de ce qu'est l'être humain. Et à mon avis, les dimensions essentielles qui manquent à l'Homo avidus maximus, c'est amour-conscience. Amour et conscience. De quoi souffre notre monde? C'est de manque d'amour et de conscience. Plus on va développer l'amour et la conscience, plus on va réguler l'énergie, on va faire circuler, on va plus chercher à dominer. Si je suis rempli d'amour et de conscience, j'ai aucun intérêt à aller écraser mon voisin. C'est par souffrance, c'est par sentiment de manque, de jalousie, etc. que je veux faire du mal à l'autre. Donc, pour moi, donc la conclusion de tout ça, ce que je veux vous transmettre dans cette idée-là, c'est que quand vous faites un travail sur vous de thérapie, etc., la société vous dit « Ah, c'est égoïste, il se regarde son nombril, etc. » Mais non, chaque être humain est une cellule de ce grand corps qu'est l'humanité. Donc quand vous vous occupez de vos propres problèmes, de vos propres souffrances qui génèrent du chaos, vous recréez de l'harmonie dans votre propre vie, vous créez de l'harmonie dans l'humanité tout entière. Donc je crois que s'occuper de soi-même, travailler sur soi, et je pense que c'est vraiment la meilleure façon de changer l'humanité. C'est-à-dire que c'est quand il y a vous savez, toutes ces cellules, une cellule qui se remet à bien fonctionner, elle rayonne dans son entourage. Et donc il y a une espèce de contagion de la libération par l'amour et la conscience. Donc je crois que vraiment, on peut espérer ça. À mon avis, c'est la seule chose efficace. Est-ce que ça suffira pour sauver le monde? J'en sais rien. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'on puisse changer le système à l'extérieur pour changer le monde. Je ne pense pas que ça puisse fonctionner. Donc voilà, je pense qu'on a à développer l'amour et la conscience. Alors, petite définition de ce que j'entends par amour, pour moi, l'amour, c'est le sentiment du lien qui m'unit à toute chose. Donc, qui m'unit à moi-même, qui m'unit à l'être cher, qui m'unit aux êtres humains et qui m'unit à la nature. Si je suis dans la conscience du lien qui m'unit à une chose, je ne peux plus lui nuire. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, même dans le concept d'écologie, prendre soin de l'environnement,
L'environnement, c'est encore quelque chose à côté, autour. Et donc, bon, c'est un peu cuicui les petits oiseaux, il faut prendre soin de l'environnement, bon oui, ce serait bien, quoi. Mais non, c'est la nature, si je prends conscience que mon corps, c'est un bout de la nature. Donc c'est pas la nature qui est autour de moi, c'est que je suis une partie de la nature. C'est ça le lien qui m'unit à la nature. Je suis la nature. Si je nuis à la nature, je me nuis moi-même. Si je mets des pesticides dans un champ, je me nuis moi-même. Je me scie la jambe. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens de faire ça, quand je suis conscient du lien qui m'unit. Donc la seule chose qui permet de mettre des pesticides dans un champ, c'est cette conscience séparée. Je ne suis pas la nature. La terre est un substrat dans lequel je vais faire pousser mes légumes. Ce qui m'intéresse, c'est mes légumes pour exploiter, pour prendre, parce que je me sens vide. Et si au contraire, je me considère comme un élément de cette nature, ben évidemment, je vise à l'harmonie de tout le monde. Voilà. Et conscience, bon courage pour trouver une définition. Je vous laisse là-dessus. La formation initiation à l'écoute profonde du corps, c'est une initiation que je propose sur 3 jours, 3 journées, où l'objectif c'est d'apprendre à ressentir le MRP, le fameux mouvement respiratoire primaire. Donc voilà, un premier thème. Ensuite, d'apprendre à ressentir l'énergie à distance, l'énergie qui émane d'un corps, etc. Et ensuite, d'apprendre à envisager comment accompagner un corps qui se propose à nous, voilà, comment faire du bien à quelqu'un via le corps, en écoutant, en réharmonisant, etc., par des choses très intuitives et globales. En fait, pour moi, j'appelle ça formation, mais ce serait presque une anti-formation. C'est pas, l'objectif, c'est pas de vous faire rentrer dans un moule, c'est plutôt de réveiller des potentiels, parce que je pense qu'en fait, comme on parlait de musique tout à l'heure, c'est pour moi, le mouvement respiratoire, c'est comme apprendre à écouter un nouvel instrument de musique. Si je l'ai jamais entendu, je peux pas le reconnaître. C'est impossible. Mais une fois que je l'ai entendu, je peux le reconnaître partout. Une fois que je sais entendre du violon, on peut mettre un violon parmi 200 instruments de musique, j'entends le violon. Et donc ça va être pareil avec le MRP. Voilà. Et les ressentis de l'énergie, c'est la même chose. Donc tout ça, en fait, ce stage, il fait beaucoup jouer sur l'intention. En fait, on s'aperçoit que par notre intention, on arrive à sentir, à écouter des choses, à sélectionner. Voilà, ça joue beaucoup sur l'intention et l'attention. Et aussi, ce qui est très important pour moi, c'est beaucoup de centrage. C'est-à-dire, on fait beaucoup de méditation, de centrage, pour créer du vide dans la tête, du silence. En fait, comment peut-on écouter s'il y a beaucoup de bruit dans notre tête ? C'est pas possible. Donc pour moi, la base de l'écoute profonde, c'est déjà le silence intérieur. Donc on cherche à se rapprocher de ce silence. Voilà. Vous faites la pratique. Oui. Là, 3 jours, c'est quasiment que de la pratique. Là, vous avez toute la théorie, je ne peux pas faire plus. Après, c'est de la pratique. Donc, c'est beaucoup du ressenti, quoi, réveiller le ressenti. Voilà. Et donc, l'autre stage, apprivoiser la peur de la mort. Donc, pour moi, en ce moment, c'est le stage que je fais pour aller dans les émotions, parce qu'en fait, je me suis aperçu que dans le travail du deuil, il y a toutes les émotions. Toutes les émotions se retrouvent dans le deuil. Et donc, si on va jusqu'au bout de travailler un deuil, on a retrouvé ce yoga émotionnel dont je parlais tout à l'heure. On a retrouvé cette capacité d'aller dans toutes nos émotions et de tout libérer. Donc, c'est un stage qui est toujours beaucoup de centrage, de méditation, mais beaucoup d'échange d'attention. On apprend beaucoup à échanger l'attention, à libérer les émotions. Et on travaille sur ce thème qui, pour moi, est un peu la racine des peurs, la peur de la mort. Donc la peur de la mort, on travaille autant, je commence par le travail du deuil, la peur de la mort de nos proches, plus la dimension de la perte, et on travaille aussi après sur la peur de notre propre mort, qui est aussi une clé. Alors je suis passé un peu vite tout à l'heure, mais pour moi dans le travail de guérison, je vous disais, il y a changement de perception de soi-même, changement d'image de soi, donc ça veut dire perdre une image de soi. Donc ça veut dire cet ego auquel je me suis identifié, à un moment donné, il a l'impression de mourir. Et si j'apprivoise la peur de la mort, j'ai plus de souplesse à lâcher une fausse identité. Je meurs plus facilement à mon ego, et je pense qu'on ne peut pas changer complètement si on lâche pas l'ancien. Donc je dois mourir à mon ego pour renaître à mon être, à ce que je suis vraiment. Donc apprivoiser la peur de la mort, ça tourne beaucoup autour de ça. C'est pour ça que
J'essaye de faire des stages. Voilà, je fais pas des formations longues. J'aime bien faire des stages courts qui sont comme qui visent des déclics de conscience pour faire des tremplins dans l'évolution. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée, bonne digestion.